connu sous ce prénom-là, mais qui est vraiment... Une personne bien. Personne connue, surtout. Je dis pas que tu connais pas une radio privée qui a besoin d'un stagiaire ou d'un bénévole. J'ai pensé que comme je le faisais à Cancan, quand je suis parti à Cancan pour l'université, où je faisais 3 jours à l'université, tous les autres jours à la radio, j'ai dit, bon, tu connais pas une personne ou bien une radio qui a besoin d'un stagiaire ou d'un bénévole? Comme ça, moi, je viendrai, même si c'est pour arranger les chaises, histoire de passer la journée. Il m'a dit, ah tiens, ici c'est une école de journalisme. Heureusement, il y avait Clément et Elliot qui prenaient leur clope de pause de midi. Donc, il m'envoie vers Clément. Moi, je pensais qu'il connaissait Clément et Elliot. Mais lui aussi, il ne connaissait pas ces deux. Mais il m'a juste orienté vers eux. Et je suis venu vers Clément. Il me dit, bon, tiens, bonjour, Alpha, c'est un journaliste guinéen. Il vient de la Guinée. Après, il parlait un peu vite. J'ai un peu raccourci la parole. J'ai repris la parole pour mieux me présenter et présenter le contexte. C'est ainsi qu'il y a eu comment je vais dire ça? Le pont a été mis entre Clément, Elliot et moi. Et premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, et finalement, tout à l'heure, je le rappelais, le premier article qu'il a écrit sur ma personne, Kumbaya Karo. Le Kumbaya, c'était mon village parce que j'avais peur un peu de m'afficher. Donc, il a écrit un article qu'il avait publié au journal de Sud-Ouest Bordeaux. Donc, quand il m'avait demandé mon nom, j'ai dit Timé Kumbaya Karo. Kumbaya, c'est mon village, Karo, c'est la lune de Kumbaya. Comme ça, tu décris ma personne et comme ça, j'ai évolué avec le temps. Je cherchais toujours à témoigner, depuis que j'étais à Bordeaux, je cherchais à témoigner, à informer l'opinion nationale et internationale, les politiques, les États, de la vie des jeunes qui sont encore en Libye, qui continuent encore à être torturés, esclavagisés, vendus comme esclaves sexuels et tout ça là. Je cherchais à un peu élever le ton par rapport à ça. Et heureusement, quand j'ai rencontré Clément, j'ai eu pas mal de connaissances derrière. J'ai été inscrit encore demandeur d'asile. J'ai été inscrit à l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine en 2 JRI. J'étudiais pendant quand il m'avait laissé là-bas, je crois, on m'avait inscrit avec l'équipe de la première année. Et pendant ce temps, je bataillais gauche à droite pour faire connaître un peu mon histoire, mais aussi l'histoire de tous ces jeunes qui ont perdu la vie en Libye, qui ont été abattus, qui ont été torturés, qui ont perdu la vie à la mer. Donc je cherchais à témoigner à tout prix. Et c'est ainsi, à un jour, la préfecture de Bordeaux me demande de rentrer en Italie, que j'étais en procédure Dublin, alors que déjà j'étudiais à l'Institut de journalisme. La procédure Dublin, c'est une procédure. Aujourd'hui, le droit d'asile en Europe fait que si vous êtes demandeur d'asile, vous devez de base demander l'asile dans le pays dans lequel vous rentrez. C'est-à-dire que si on prend vos empreintes en Italie, vous êtes obligé de demander l'asile en Italie. Ou en tout cas, la France peut, si vous faites la demande en France, dire que ce n'est pas notre problème, c'est le problème de l'Italie. Ce qui pose beaucoup de problèmes pour des exilés francophones, par exemple, ou italianophones s'ils arrivent ailleurs qu'en Italie, parce qu'en fait, ça empêche d'aller dans des pays où, a priori, les personnes en situation d'exil seraient plus aptes à travailler, plus aptes à s'intégrer, où elles n'auraient pas besoin de réapprendre la langue. Voilà, c'est comme ça. Et puis la préfecture m'envoie un courrier me demandant de retourner en Italie. C'est là-bas que je dois faire ma demande, mais on m'attendait à la préfecture le jour du rendez-vous pour me mettre dans l'avion, me mettre dans l'avion et me ramener en Italie. C'est comme ça se passe jusqu'à maintenant, je crois. Même si tu n'as rien volé, juste pour te ramener en Allemagne, il faut qu'on te mélote les mains, on te met dans l'avion. Même si tu obtempères, mais tu vas te méloter quand même, on te met dans l'avion pour te ramener. Donc j'ai été surpris le jour du rendez-vous de voir tous ces journalistes, toutes ces personnes de bonne volonté, ces associations. L'information était passée tellement rapide que la préfecture était bondée de monde ce jour. Et quand je viens pour signer le document, il a fallu que le préfet lui-même revienne sur sa décision en me donnant une procédure normale, chose qui a accéléré ma demande d'asile. Rapidement, je suis allé à l'OFPRA avec toutes les preuves que j'avais en ce moment. Et j'ai eu mon statut de réfugié politique en mai 2018. Donc j'ai été reconnu réfugié politique depuis cette date, avant même que le livre ne sorte. Et derrière ça, en collaboration avec Clément, on a eu des contacts des maisons d'édition. J'ai témoigné d'abord sur Clic Dimanche avec Mouloud Achour.
Et derrière ça, il y a eu des maisons d'édition qui étaient intéressées afin que je témoigne pour écrire un peu ma traversée, que moi j'appelle la traversée de tous ces jeunes qui sont passés en Libye, mais éventuellement en Maroc. Parce qu'une difficulté, c'est une difficulté, il n'y a pas une autre couleur de difficulté. Et j'ai essayé de témoigner dans ce livre Esclaves des milices, Voyage au bout de l'enfer libyen. Donc explicativement, je ne peux pas vous dire tout le contenu du livre parce qu'on va prendre toute la soirée ici. Mais après, si vous avez des questions à me poser, je répondrai avec beaucoup de plaisir aux questions que vous allez éventuellement me poser. Mais actuellement, je vis à Bordeaux. J'ai une femme, je me suis marié en 2020 à Dakar. J'ai une fille que j'avais laissée en Guinée, elle a bientôt 13 ans. Et donc, j'essaye encore de parfaire mon intégration. Comme vous le savez déjà, c'est pas facile, bien parlant français, écrivant bien. Mais c'est très compliqué l'administration française, même pour les Français, à plus forte raison qu'un étranger qui vient de nulle part, qui ne connaît pas la ligne B, qui ne connaît pas le métro 17, le métro 20. Et quand t'en vas, on te dit tu as rendez-vous à la préfecture, il faut prendre le bus 10. Donc la plupart des jeunes qui viennent ou demandeurs d'asile se voient rejeter la réponse rejetée parce qu'ils ont une fois manqué à leur rendez-vous de la préfecture ou ils ont une fois manqué au rendez-vous de l'OFI parce que vu qu'ils ne sont pas trop accompagnés ou que la réalité en tête, d'abord dans la tête, s'est fermée déjà, ils sont dans un monde, c'est pas les étages ou c'est pas la beauté ou l'Eldorado qui fait la chose, mais ils sont dans un monde extrêmement compliqué administrativement où certains ne parlent pas français. Je pense encore à ces anglophones ou à ces Guinéens qui ne sont jamais allés à l'école, qu'on envoie et puis qu'on les demande de faire toutes les démarches, écrire un récit. Nous, on est parti sur la base de mon récit pour écrire le livre. Quand on fait une procédure d'asile en France, l'administration demande aux personnes qui demandent l'asile d'écrire leur histoire. En fait, c'est de ça dont on parle quand on parle d'écrire un récit. Aujourd'hui, c'est aussi des histoires qui sont enquêtées par l'OFPRA ou les autres structures qui délivrent ces demandes d'asile. C'était aussi pour ça, tout à l'heure, Alpha parlait d'un article qu'on avait écrit, que j'avais écrit à Sud-Ouest. C'était ça l'enjeu, c'était d'avoir des éléments aussi matériels pour qu'Alpha puisse faire une demande d'asile et l'appuyer auprès de l'État français. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'en effet, et ça se voit par exemple sur des personnes qui fuient pour des motifs politiques parce qu'elles sont homosexuelles, c'est des cas qu'il y a eu assez récemment, c'est très dur en fait de prouver, même si vous avez vécu des tortures, même si vous avez vécu des exactions, de prouver dans le cadre d'une demande d'asile que vous ne pouvez pas retourner chez vous. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui dont parle Alpha. Voilà, c'est ça. Mais ensuite, il y a aussi cet autre facteur où on essaie de classer les hommes en fonction de leur histoire. On te dit, toi, tu es migrant économique, toi, tu es migrant politique, toi, tu es migrant environnemental. Moi, à un moment donné, j'ai voulu, dans mes rencontres depuis la sortie du livre, j'ai essayé d'un peu d'éclaircir cette partie pour les uns et les autres. Pour moi, on ne peut pas, en quelque sorte, dire à un être humain, quelle que soit sa couleur ou quelle que soit ses pensées, ou toi, on te classe, on te dit, toi, moi, à force d'être réfugié politique, aujourd'hui, je disais à Clément tout à l'heure, je suis plus réfugié économique que politique parce que j'ai un appartement où je dois payer chaque fin de mois, je dois manger, je dois nourrir ma femme et ma fille. Donc, à force de devenir réfugié économique, je deviens réfugié politique parce que je dois travailler. Je travaille, je contribue et tout ça là. Mais pour ceux-là qui sont assis peut-être dans le bureau, qui se disent, bon, nous, c'est nous les décideurs, donc on va essayer de donner, de classifier les migrants comme des bêtes ou comme des animaux. Je trouve que c'est quelque chose qui ne doit pas être. Ils n'ont qu'à sortir sur le terrain, observer eux-mêmes et se mettre à la place de ces migrants afin de comprendre que bien que la France ne peut pas absorber toute la pauvreté du monde, c'est tout comme la Guinée aussi ne peut pas exporter toute sa recherche, parce que nous sommes aussi très riches, mais vous savez comment ça se déroule et comment la bauxite est revendue, l'or, le manganèse et autres. Donc c'est comme si on vous disait que la Guinée ne peut pas exporter toute sa bauxite, et on vous dit en France, on dit que la France ne peut pas absorber toute la pauvreté du monde. Ce sont des termes, moi je trouve, qui n'ont pas leur place dans notre monde, et moi c'est pourquoi je prône beaucoup pour l'humanité, la paix, la joie de vivre, et tout en mettant
derrière nous toute cette histoire politicien, politologue, et qu'on essaie de vivre en tant qu'être humain, avec beaucoup avec un cœur sain surtout, mais en pensant aux autres, parce que nous sommes d'une génération, nous, je ne parle pas de vous, mais nous sommes d'une génération qui a tellement échoué, de telle sorte que côté humain et solidarité, on n'en parle même pas. On regarde BFM, quand on te dit l'immigration clandestine. Une fois j'étais à Saint-Étienne, j'ai témoigné, il y a une dame qui allait me recevoir pour m'héberger comme mon arrivée à Bordeaux. Mais le même jour, avant que je ne vienne, la femme a désisté. Elle dit, bon, j'ai vu à la télé, on parle de l'immigration. Alpha, c'était un migrant, je ne savais pas que c'était un migrant, mais je ne l'héberge pas. Le même jour, elle vient assister à une conférence où il y avait environ 400 personnes à l'université de Saint-Étienne. Quand j'ai fini de témoigner, c'est elle-même qui est venue me dire, Alpha, je suis désolé, je ne savais pas tout ça. J'ai dit, la radio, les télés, ils ne vous disent pas la vérité. Allez sur le terrain, rapprocher les jeunes, demandez-leur pourquoi ils ont quitté leur pays et ensuite réagissez après. J'ai dit, tous ces jeunes, moi personnellement, Clément me demandait tout à l'heure si je vais rester en France. J'ai dit oui, mais après derrière, il y a mes cousins, il y a mes parents, il y a mes tantes, il y a mes soeurs. Je veux bien rentrer dans mon pays. Personne ne veut fuir son pays parce qu'il veut fuir son pays. Tu quittes son pays à un moment donné parce que ça ne va pas, tu ne peux pas continuer à être torturé, exploité. Bien entendu que ce qu'on appelle du néocolonialisme existe encore parce que c'est dans nos bols, on nous frappe. Après, derrière, on ne vous fait pas savoir tout ce qui se passe. J'ai témoigné à Bergerac dans une école là-bas. Même la directrice me dit, mais c'est pas pour moi, tout ce qui t'a raconté aujourd'hui, je ne savais rien de tout ça. J'ai dit oui, parce qu'on ne vous apprenne pas ça à l'école. Nous, on nous apprend la géographie de la France, l'histoire de la France, de Napoléon à Charles de Gaulle, nous savons tout. Mais en France, on ne les apprend même pas l'histoire de la Guinée. Quand il dit Sékou Touré, il se demande qui est Sékou Touré. Alors que c'est la seule personne qui a osé dire à De Gaulle non au référendum, parmi tous les anciennes colonies françaises. Donc ce sont des histoires qu'on vous masque. On exporte nos bauxites, on exporte de l'or, on fabrique notre monnaie à Bordeaux et à Clermont-Ferrand. Le franc CFA est fabriqué en France ici. Et derrière, si on veut prêter de l'argent à la Guinée ou au Sénégal, on te dit on prête ton argent mais avec des intérêts. Tu fabriques mon argent, tu me prêtes mon argent avec des intérêts. Comment voulez-vous que ces jeunes qui sont affamés dans leur pays continuent à rester encore dans ces pays et sans venir en France? Donc on ne faut pas être long. Non, t'inquiète pas, enfin, moi ça m'intéresse. J'avais juste avant peut-être de passer aux questions, une dernière. Tu as créé une association aujourd'hui, est-ce que tu peux en dire quelques mots et peut-être parler aussi du projet que tu as actuellement en Guinée et plus généralement dans le monde? Voilà, aujourd'hui j'ai vu les circonstances, je sais, il y a beaucoup d'associations qui évoluent en France, mais qui n'évoluent qu'en France ici, qui accompagnent les migrants. Moi je trouve que c'est bien, c'est le moment d'ailleurs de remercier toutes ces personnes de bonne volonté, associations, qui s'y donnent vraiment pour accompagner ces frères et sœurs qui sont encore demandeurs d'asile ou qui sont réfugiés politiques. Moi, pendant ce temps, j'ai profité, j'ai créé une association qu'on appelle Wontanara Solidarité. Wontanara, j'ai essayé un peu de mélanger, d'africaniser le français. Donc Wontanara, c'est on est ensemble en langue soussou. Et solidarité, comme vous le savez, c'est la langue française. Donc j'ai essayé un peu de coller ces deux termes pour créer l'association. J'ai eu l'agrément préfectoral. Aujourd'hui, j'évolue à Bordeaux et un peu en Afrique, mais en fonction des moyens, parce que généralement, pour des cas comme ça, il faut être bien accompagné. J'ai des projets histoire de dire à nos frères, non, la Libye, le Maroc, ce n'est pas la solution. La solution, c'est au pays. Au pays, à travers des projets concrets, notamment dans l'agriculture, où je vais essayer de lutter un peu dans l'autosuffisance alimentaire. Venir avec ce projet à Dakar, au Sénégal, dans un petit village, ou en Guinée, au Mali, en Gambie, dire à ces jeunes, à partir de ce projet, vous pouvez travailler l'agriculture, on peut vous accompagner, vous vous intégrez dans votre pays, vous vivez de la richesse et du sous-sol de votre pays. Mais pour ça, il ne faut pas dire, s'asseoir à la télé et dire aux jeunes, ne venez pas en France pendant que toi, tu te prends des photos ici à la Tour Eiffel, où tu es bien habillé. Tu dis aux jeunes de ne pas venir. Pour moi, ça serait de partir en Guinée ou au Sénégal, au Mali, avec des projets concrets et réalisables, afin de donner du travail à ces jeunes, afin qu'ils puissent travailler. Et l'autre projet, c'est quoi? Pour ceux qui ne veulent pas faire l'agriculture, pour ceux qui veulent étudier, qui n'ont pas les moyens, ou qui veulent faire une formation, notre association, on te dira, bon,
toi, tu veux faire telle, quelle formation, on l'écoute surtout, on t'écoute dans ce que tu veux. Tu veux faire la mécanique, ok, la mécanique, c'est pas comme ici. Ici, il faut faire une école de mécanique. Nous, juste 5 noix de cola, 3 noix de cola, ça suffit pour aller voir un maître dans un garage. Maître, je te donne cet enfant pour ne pas qu'il soit abandonné dans la rue. Tu le formes en mécanique avec les moyens de bord, comme vous le savez. Tu le formes en mécanique et puis ça passe. Comme ça, en sauvant une personne ou bien en donnant du travail à une personne, tu auras sauvé la vie à 30 familles. Parce que quand tu comptes sa descendance, tu auras sauvé la vie quand même à un bon nombre de personnes. Donc c'est comme ça, on compte s'y faire. On a déjà, le projet est en place. Nous allons essayer de parler, de mettre tout, comment je vais dire ça, de faire les derniers détails le 26 mars. Après, nous allons lancer ce que j'appelle, on va demander des fonds, parce qu'avec juste de la théorie, ça peut faire, ça peut sensibiliser, mais il faut passer à la pratique pour faire quelque chose de concret et réalisable. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a pu dire? On peut revenir en arrière, on peut s'arrêter sur ça, on peut partir sur d'autres sujets liés au travail qui a pu être présenté ici. Est-ce qu'en Libye, ça dure toujours cet esclavage? L'esclavage, ça existe encore. Aujourd'hui, il y a eu des reportages, si vous avez regardé la télé, moi j'ai témoigné presque dans toutes les télévisions françaises où j'ai essayé de parler de mon histoire, mais pas que, mais de ceux-là qui sont encore là-bas. Sinon, moi j'ai eu mon statut en 2018. Aurait été d'autres personnes, j'allais me concentrer à travailler, mettre de l'argent dans mon compte bancaire, mais je continue encore à témoigner pour informer encore le maximum de personnes par rapport à ce qui se passe en Libye. Le livre il a été traduit en langue italienne en 2021. Il y a une pièce de théâtre qui a été financée par le domaine d'eau, l'adaptation du livre en pièce de théâtre qui a été déjà réalisée par le domaine d'eau de Montpellier, qui a été présentée. Mais malheureusement, avec cette histoire de pandémie, on a été freiné dans notre projet de campagne de sensibilisation à travers les grands théâtres dans toutes les un peu partout en France. Donc le projet il est sur au point mort encore. On attend d'être relancé par certains instituts de théâtre ou certaines villes ou mairies pour pouvoir venir présenter la pièce de théâtre et derrière sensibiliser parce qu'il y en a qui n'aiment pas lire mais qui aiment aller au cinéma ou qui aiment aller dans des salles de théâtre. Donc à travers cet autre moyen, on pourra sensibiliser encore beaucoup de personnes et ouvrir surtout l'esprit des gens par rapport à l'immigration clandestine, ou même le mot immigration est devenu péjoratif. Quand on te dit migrant parmi tant de personnes, tu regardes autour de toi, tu as même honte de ta personne quand on te dit migrant. Mais il faut l'être pour comprendre. Donc je ne souhaite pas que vous soyez migrant. C'est quelque chose de très difficile à vivre. C'est un moment de la vie que je ne souhaite à personne. Personne ne veut quitter son pays, honnêtement. Même Clément, là où il est, quand je dis allons en Guinée pour 3 mois, il va aller, mais c'est peut-être pour 2 semaines parce qu'il préfère sa France natale que la Guinée. C'est un peu pour tout le monde, c'est dans le cœur de tout le monde. Donc en Libye, la barbarie existe et l'esclavage existe encore. Ça continue encore à sévir, ça continue encore en Libye, où il faut un peu changer les termes. Il n'y a pas d'esclavage moderne, il y a de l'esclavage. L'esclavage, c'est l'esclavage. J'ai entendu les journalistes à la télé, l'esclavage moderne. Rien n'est moderne dans cette vie. La barbarie, c'est la barbarie. La torture, c'est la torture. On ne peut pas moderniser de la barbarie. On peut pas moderniser. On peut moderniser peut-être mon téléphone que j'ai. On peut moderniser le téléphone. Mais l'esclavage reste comme tel. C'est de la barbarie tout simple. Et ça ne change à rien que nos arrière-grands-pères ont vécu, ont survécu et que nous aussi nous avons vécu en Libye ici. Peut-être pour compléter sur la situation actuelle en Libye, la difficulté qu'on a, c'est qu'il y a peu de journalistes qui travaillent en Libye aujourd'hui, parce que c'est dangereux. Par contre, dans les témoignages extrêmement récurrents de toutes les associations qui accueillent aujourd'hui des exilés en France, il y a en effet les mêmes récits qui reviennent aujourd'hui de situations de captivité, de situations de demande de rançon, de situations de torture, de situations de diverses violences, à une échelle systémique, pas forcément organisée au sens étatique. C'est plutôt
des groupes, des milices, des groupes qui sont assez changeants par ailleurs, donc la situation il n'y a pas énormément évolué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais savoir par rapport à votre famille, le fait que vous étiez en galerie du pont en Guinée, est-ce que ça a eu des conséquences après tout sur votre famille sur place? Donc, sur ma famille, il y a eu des conséquences directes et indirectes parce que ma fille ne vivait plus en Guinée. Depuis cette date, elle était en Guinée-Bissau, puis elle vit actuellement à Dakar. Donc, mon grand frère qui travaillait dans une société au nord-ouest de loin même de Cancan a été, comment je vais dire ça, on lui a fait sortir de son entreprise à cause de cette histoire, mon frère Bakar. Donc, c'est récent que j'ai appris toutes ces nouvelles. Donc, il y a eu des conséquences quand même. Mais vu que ma mère, déjà, elle est avancée en âge, elle doit avoir bientôt 74, 72, 65. Elle est née vers, donc ma mère elle-même, elle ne connaît pas à quelle date elle est née. Donc, elle est très fatiguée. Donc, pour des personnes comme ça, je pense que même si on veut faire à une vieille comme ma mère du mal, humainement, elle n'y pouvait pas. Mon père, lui, il est décédé en 2015. Donc j'ai des grandes sœurs qui sont un peu mariées à travers la Guinée, mais aussi en Guinée-Bissau. J'ai une famille un peu éparpillée, donc c'est pas évident de mettre main sur eux, quoi. Alpha Condé n'est plus au pouvoir maintenant, donc vous pouvez rentrer. Je n'arrête pas de le dire, même demain, moi, si je veux, je peux rentrer en Guinée. Ça ne m'empêche pas de rentrer en Guinée, c'est mon pays, de cœur même. Donc, Alpha Condé, bien qu'il n'ait pas, il a quitté le pouvoir, mais il y a un putschiste au pouvoir, la constitution est encore suspendue, les élections doivent être organisées. Et moi, je suis quelqu'un qui a environ 4000 et quelques abonnés sur ma page Facebook. Et même le pouvoir actuel, qui disait qu'il aurait organisé les élections dans un bref délai, il commence à s'éterniser au pouvoir. Donc, tout ça, il faut encore patienter que les choses rentrent dans l'ordre avant de mettre pied en Guinée. Parce que dès que moi je rentre en Guinée, je ne vais pas faire que me taire. Je vais encore continuer dans mon combat, dans ma lutte, de faire entendre la voix des sans-voix qui vivent dans des campagnes, qui sont encore affamés. Donc je le ferai. Rien ne va m'empêcher de continuer mon travail de journalisme ou de lanceur d'alerte, je ne sais pas comment vous appelez, afin de faire parler, de donner la parole à ces personnes qu'on n'entend souvent pas. Rien n'a changé en fait, ça a changé de personne, mais c'est toujours le même problème. C'est toujours les mêmes problèmes. Alpha Condé, il était élu pour Alpha Condé, il a été nourri, vêtu, habillé par la France. Il a fait la Sorbonne, c'était un docteur. Il a fait 40 ans de lutte avant d'être président en Guinée. C'était l'espoir de... Il a même fait de la prison, c'était l'espoir de toute la Guinée. Et quand il est venu, il a fait ce qu'il pouvait faire, mélanger les ethnies contre les... Alpha Condé, les Malinké comme moi, mélanger les Peuls et les Malinké, les Soussous et les Baga, les Landouma et les Nalou. Et chacun prenait des machettes contre l'autre. Et lui, il cherchait à sauvegarder son pouvoir. 2 ans de mandat, il change la constitution, il fait un 3e mandat, et c'est ce qui n'a pas été doux pour lui. Il a été frappé après par lui aussi, par celui qui l'a nourri et vêtu par le colonel actuel, Mamadi Doumbouya. Donc, c'est pas encore blanc, mais on attend de voir ce que ça va donner dans les mois à venir. D'autres questions? Alpha, tu veux ajouter quelque chose? On a tout dit. Enfin, on n'a pas tout dit, mais on a fait le tour. Voilà, on n'a pas tout dit, mais on a fait le tour. Ce que moi je vous invite, vous qui êtes là, c'est encore à plus d'humanisme, de tolérance, surtout vis-à-vis des personnes que vous rencontrez en longueur de journée, qui sont sans situation ou qui sont même avec situation. C'est de s'aimer entre nous. Que ce soit dans toutes les religions, le mot amour est prôné partout. Les chrétiens, les musulmans, même les bouddhistes, même les athées, il y a l'amour qui existe. Donc n'écoutez pas tous les politiques, cherchons plutôt à nous donner de l'amour, d'humanisme, de la concorde, mais surtout de la sociabilité entre nous. Donc ces migrants qui viennent, aujourd'hui ils sont là, vous voyez, personne ne pensait qu'hier, si on disait
en 2018 que l'Ukraine, les Ukrainiens allaient se réfugier, personne n'allait le croire. Aujourd'hui, c'est à ma porte, demain, c'est à ta porte. À chacun son tour, c'est le coiffeur, mais on ne le souhaite pas que ce soit dans le domaine d'être réfugié ou migrant. Ce n'est pas notre souhait. Notre souhait, c'est que ce soit sur le plan du bien-être ou sur le plan de la bonne, comment je vais dire ça, de la bonne collaboration surtout. Moi, c'est ce que je souhaite. Et le reste, les politiques, les candidats aux élections présidentielles, on sait, c'est un peu partout, c'est la même chose. Si chez nous, on nous divise pour venir au pouvoir, vous, c'est vous, on vous essaye d'embobiner ou marcher sur les esprits des gens pour venir au pouvoir. Parce que je ne vois pas en quoi le thème immigration peut être au centre des élections présidentielles pour un pays comme la France qui a colonisé au moins une dizaine de pays africains. Quand on parle seulement, on te dit immigration. C'est le sujet central des élections présidentielles en France. On allait laisser tomber l'immigration à l'État de gérer ce qu'il peut gérer, mais l'immigration, ça ne devrait même pas figurer au centre des débats. Ils allaient parler d'économie, de finances, du climat, de l'environnement et des guerres surtout. Mais l'immigration ne devrait pas figurer au centre des débats. Pour moi, c'est un non-événement. Quand je vois les gens se taper la poitrine, dire qu'on est français, la France aux Français, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est ridicule, quoi. Parce qu'on est venu, on est là aujourd'hui, c'est pour un temps. Avant nous, d'autres personnes étaient là, ils sont partis. Les Trinidad de Gaulle qui ont lutté pour que la France soit ici, les Napoléons, les grandes personnalités, ils ne sont plus ici aujourd'hui. Ils ne vont plus se taper la poitrine. Pourtant, c'était des bonnes personnes, c'était des personnes vraiment qui ont aimé leur pays, plus que ceux-là qui sont en train de taper la poitrine aujourd'hui. Donc, faisons très attention aux politiques et ouvrons nos cœurs, ouvrons nos portes, pas qu'aux migrants, mais à toute personne, et évitons les mots couleurs. Un être humain, pour moi, n'a pas de couleur. Il est noir, il est blanc. Un être humain, c'est un être humain. Et si je pouvais travailler à l'Académie française, j'allais supprimer la couleur en faisant la distinction entre les hommes. La couleur, c'est pour les objets et pour les choses. Mais un être humain est égal à un être humain, quel que soit le sang qui coule dans ses veines. Pour nous, on n'a pas de couleur, quoi. Mais c'est difficile de comprendre pour un petit pauvre alpha qui parle ici aujourd'hui et qui n'a pas certainement les moyens de se faire entendre au plus haut sommet. Mais en vrai, soyons humains entre nous et soyons généreux, tolérants et avec beaucoup d'amour. Merci beaucoup, Alpha, pour ce message. Merci à toutes et tous. Je veux dire un mot. Tu veux dire un mot, Lucky? Oui, pardon. J'avais... Hop. Le mic, qui prend le mic. Exactement. Je tiens à vous remercier aussi d'avoir remis l'être humain au centre du débat et puis au centre de l'éducation aux médias et à l'information qu'on porte ici à la médiathèque. C'est important. On a la chance vraiment d'avoir une exposition qui fait le distinguo entre l'être humain et la vision qu'on peut avoir des gens, des autres. C'est un super travail de Teresa, de Yann et puis de Valentina qui était présent, qui vous a été présenté. C'est une super rencontre, c'est un super témoignage. En fait, c'est le cœur du projet éducation aux médias et à l'information, c'est de remettre l'être humain au centre du débat et la vision qu'on peut avoir de l'autre et d'utiliser le reportage, le journalisme, de la presse écrite pour justement faire rayonner ces notions d'humanité, de tolérance, quoi. Voilà. Donc c'est difficile de reprendre après le témoignage d'Alpha. On va continuer, l'EMI va continuer encore quelques temps et est inscrit dans le projet d'établissement. On va se revoir dans les prochaines semaines avec une autre intervention d'Alexandra Duchesne qui était déjà venue, qui va parler du double sens dans les images. Et des images, on en a encore. Il y en a encore qui sont disponibles aujourd'hui. Et des images, il y en a aussi dans les textes, et le texte d'Alpha et de Clément. Voilà, merci pour votre venue, et puis on se retrouve dès mardi pour la suite. Voilà. Merci beaucoup. Merci Alpha. C'est bon. Je ne sais pas si j'ai grand chose d'autre à ajouter.
Non, merci Mike. Et puis en effet, on se revoit. Le collectif Orcade, du coup, sera en résidence encore au moins jusqu'en juin. Donc il y a beaucoup de rencontres à venir. Sur l'éducation média, il y aura un débat sur les présidentielles, il y aura une rencontre autour de l'écologie, il y aura des classes enquêtes pour les plus jeunes, il y aura des ateliers sur le cyberharcèlement. Enfin, il y aura beaucoup de choses animées du coup par les journalistes du collectif. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci à tous.